What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis très content. Alors je vous en avais pas parlé, je l'ai laissé un peu, j'ai légèrement communiqué sur les réseaux, mais je suis venu à Paris pour faire une petite semaine d'enregistrement. On va appeler ça la Paris Recording Week. Et je commence aujourd'hui mon premier enregistrement. Je suis dans le 94 et je suis avec un ami. Bilal, comment tu vas ? Ça va très bien, merci et toi ? Ça va très très bien. Alors, on va tout de suite démarrer, mais comme vous pouvez, ceux qui n'ont pas la caméra, ils peuvent pas voir, mais on est à Paris et il est venu représenter avec le maillot Paris Saint-Germain. C'était le maillot de gardien, ça ? Non, ça c'est un maillot à l'époque de Ronaldinho, ça. Ah, c'est Ronaldinho, ça ? Ouais, Opel. La deuxième année ? Opel, ouais, c'est des maillots mythiques. Mais c'est vrai que des fois, les gardiens jouent. J'ai l'impression que j'ai vu Bernard Lama avec celui-là. Il avait un maillot similaire, mais ça, Ouais. c'est un maillot de joueur. Ok, magnifique. Paris qui est en finale de la Champions League. Je pense pas que l'épisode sortira avant la finale. Donc j'espère que il y aura eu la célébration dans le bon sens au moment où l'épisode y sort. Alors aujourd'hui, Bilal, tu es avec moi parce qu'on va parler de pas mal de choses. Mais tu es actif dans le cinéma, dans la télévision, tu es acteur. Je sais pas, tu sais, c'est toujours difficile de nommer parce qu'on doit dire comédien, on doit dire acteur. Je sais que ceux qui font du théâtre, ils disent qu'ils sont comédiens, les autres, ils disent qu'ils sont acteurs, mais ceux qui font les deux, ils font quoi ? En fait, comédien, c'est le terme un peu plus utilisé dans le milieu, Ouais. plutôt qu'acteur. Ouais. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, quand je dis que je suis comédien, Ouais. on dit tu fais des sketchs ? Bah ouais, mais ça, c'est à cause de l'anglais, ça. Parce que comédien, c'est vraiment le mot pour humoriste, quoi, tu vois. Et puis il y a tellement d'humoristes qui font du cinéma, et donc du coup, après je suis perdu un peu. Ah non, du coup, je suis acteur. Mais en fait, comédien, c'est un terme un peu plus snob que acteur, quoi. Ok, donc on va dire comédien. On va essayer de se tenir à ce terme-là. On va parler de différentes choses que tu as fait, de différents films, de séries, etc. Des choses qui ont été faites il y a quelques années, des choses peut-être plus actuelles. Et j'aimerais commencer avec une question. Quand quelqu'un entend Bilal El Atrebi, parce que ça c'est le nom, le government name, t'aimerais qu'on pense quoi ? J'aimerais qu'on pense acteur, Ouais. comédien. Ouais. J'aimerais bien pouvoir être décrit comme ça. Ouais. Et voilà, et quelqu'un de très fidèle à lui-même, pas dans un rôle. Mmh. Et là, c'est marrant parce que tu m'as dit que tu aimerais qu'on dise acteur. Enfin, ouais, on va rester sur acteur. Mais toi, tu te définis comme acteur fini ou en construction ? Wow. En fait, déjà, beaucoup de comédiens ont ce petit syndrome de l'imposteur parce qu'on ne tourne pas tant que ça, finalement. Ouais. À part des gens qui ont vraiment la Timothée chance. Chalamet. Ouais. C'est ça, exactement. Et puis, il y en a quelques-uns en France, mais voilà, on ne tourne pas tant que ça. Et la question, c'est de se dire, OK, à partir de combien de projets je peux dire, je suis acteur, je suis comédien. Je suis que acteur. Tu vois, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est à partir du moment où tu en vis ? Est-ce que c'est à partir du moment où tu as fait des projets qui sont quand même conséquents, tu as eu des rôles un petit peu impactants ou quoi ? Et c'est vrai que c'est jamais vraiment évident de se dire à quel moment je me décris comme ça. Moi, par exemple, encore aujourd'hui, j'ai fait quelques trucs sympas, mais c'est pas la première manière dont je me décris. Ok. Mais c'est vrai que c'est un peu... C'est délicat, c'est comme quelqu'un qui fait de la musique. Est-ce qu'on va vraiment lui reprocher de dire qu'il est artiste, même si il n'est pas numéro 1 des charts ? Au final, il reste artiste, quand même. Mais bon, voilà. Quand tu étais petit, c'était quoi ton rapport au cinéma et aux séries ? Franchement, j'avais un rapport vraiment de loin, parce que déjà, on ne regardait pas tant que ça la télévision chez moi. J'étais beaucoup dehors à faire du sport. La télévision, elle était dans le salon, et puis c'était le papa qui choisissait les programmes. Et la télécommande. Ouais. C'est ça, et puis de toute façon, il n'y avait pas tant de chaînes que ça, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas... Voilà. Ma grand-mère m'emmenait de temps en temps au cinéma. Ok. Et puis, en réalité, à Paris, c'était un peu la première sortie en tant que pré-ado, ado que tu pouvais faire, parce que les billets, ils étaient encore à moins de 10 €. Ok, et donc, en fait, le cinéma, quoi. C'est ça, tu vois, le week-end, tu vas au cinéma. Et plus que maintenant, finalement. Ouais. Beaucoup plus que maintenant.
Et si tu devais donner un film dont tu te souviens que tu es allé voir quand tu étais gamin, enfin gamin, ado quoi, tout seul. Alors, que je suis allé voir. Alors, déjà, Je te mets dans une sauce ou... j'étais assez petit. Les gens se moquent de moi pour ça. Je ne peux pas regarder les films d'horreur parce que j'étais parti au cinéma, j'étais petit et j'avais vu Harry Potter. Et le moment où Voldemort tue la mère d'Harry Potter, j'ai crié tellement fort que on a dû me sortir du, Mais du non. cinéma. Ouais, donc, film d'horreur, déjà, on oublie. Mais Et, Harry Potter, c'est pas un film d'horreur. C'est une scène mon un peu. gars, il a c'est tué. Il a tué sa mère là d'un coup de baguette ou de je sais pas quoi. Non, ça m'a traumatisé. Mais sinon, je me rappelle plus si c'était des films que je suis parti voir au cinéma ou si c'était des cassettes, justement, encore une fois, Ah avec bah ma oui, il y avait grand-mère. les cassettes. Mais il y avait Mr. and Mrs. Smith avec Ah ouais. Brad Pitt et Angelina Jolie. Un Ouais. film assez basique quand Ouais. tu prends du recul. Mais à l'époque, ça m'avait beaucoup. Les scènes d'action, je les trouvais très fortes. Et puis, il y avait, tu sais, les films d'action, donc Hong Bak. Ah oui, évidemment. Oh là là, Hong Bak, ça c'était des sacrés films aussi. Ouais, bah oui. Tous ces mecs là, les Hong Bak, les Jet Li, les Jackie Chan, Ouais. tous ces mecs là, ils nous vendaient du rêve. Et maintenant, comme aujourd'hui, comment est-ce que tu consommes les séries, les films? Tu as une autre Ouais, déjà. divertissement pur ou... Alors ça dépend, il y a des projets, j'essaie de faire un peu mes devoirs, il y a des projets qui sortent et que j'essaye de regarder parce que voilà, on apprend aussi en regardant Ouais. en tant qu'acteur. Est-ce que j'aurais, je sais pas moi, amené le personnage de telle manière? Ah Ok, oui, il a ouais. fait quelque chose de vraiment sympa. Et puis du coup, nous, on sait qu'il y a, il y a le texte et puis il y a ce que tu en fais. Et c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont très forts pour amener quelque chose de plus. Donc parfois, je fais mes devoirs et puis parfois, je consomme très simplement Comme voilà, tout le monde. voilà, comme tout le monde, des choses bien, des choses moins bien, mais qu'on consomme quand même parce que ils sont forts pour te donner Bah du oui. consommable. Où il y a... On va tous au fast-food. Hein. C'est ça, exactement. Même les chefs étoilés, peut-être ils passent au fast-food aussi. Bah oui, et aujourd'hui, par épisode, il se passe 8 fusillades, 8 trucs, mais bon, du coup, tu restes accroché. Et le cinéma, mine de rien, c'est vrai que ça demande un certain temps. Et Ouais. plus l'âge avance et plus on court après le temps. Ouais. Je vais pas assez au cinéma. Bon, c'est aussi le temps, mais aussi le fait qu'on est tous à disposition. On a un cinéma au salon, en fait. Oui. D'une certaine manière, on a accès à presque tous les films du monde de façon assez facile. Alors ça coûte, en effet, mais ça reste une proximité qu'on n'avait pas avant, quoi. Oui, je pense qu'il y a certains films qui doivent vraiment se regarder au cinéma quand ils font un effort, un vrai travail sur l'immersion. Donc, je sais pas, par exemple, Le Avatar. Chant du Loup, Avatar, Le Chant du Loup qui est dans un sous-marin. Ouais. Donc, vraiment, quand tu es plongé dans le noir, quand il y a Ah ouais, j'ai vu ça. Ouais. le son Ouais. qui est vraiment travaillé pour le cinéma, où là, c'est dommage de les regarder chez soi. Encore que maintenant, il y a des télés qui sont très performantes. Bah au oui. son, donc, bon. Toi, tu rencontres comment le théâtre, le cinéma? Enfin, le cinéma, c'est un peu la phase finale, tu vois. Mais tout ce qui est théâtre, jeu de rôle, t'as grandi à Paris, hein? Ouais, j'ai grandi à Paris. J'avais jamais envisagé ça. Ouais. Vraiment. En fait, ça m'est tombé dessus à la vingtaine. Ouais. Début de Ah, ok. vingtaine. Ouais. C'est même pas à l'école. Non, pas du tout. En fait, Vous aviez du théâtre à l'école? non, Ah on ouais. n'avait pas de théâtre. Non, mais parce que dans beaucoup d'écoles, ils commencent comme ça. Si je me trompe pas, tu vois, Jamel même, il avait du théâtre dans son école, tu vois. Non, déjà, nous, dans mon collège, il se concentrait à... À aller à l'école, juste. C'est ça, voilà. Être présent. C'est ça, exactement. Mais non, en fait, début de vingtaine, j'ai le seul ami que j'ai gardé en fait, du lycée, qui s'appelle Andy, je vais le citer, qui a Ouais, un bien oncle sûr. qui s'appelle Warren. Ah que je oui, cite bien aussi. sûr. Et en fait, donc Warren, c'est quelqu'un qui est aussi du 94 et qui, en fait, donc a un gros passé dans la danse, qui a été en compagnie pro, etc. Et puis qui est passé manager d'artistes. Et donc, je le connaissais via Andy, son neveu. Et il m'appelle un jour, il me dit, voilà, j'ai 2 artistes qui vont faire un clip. Et je vais faire un scénario dans le clip. C'était le début justement de cette mode-là, des scénarios dans les clips. Et il me dit, il me faut un méchant, il me faut quelqu'un de détestable. Ah, ok. Et c'est vrai que j'ai un faciès, et ça s'est confirmé après, qui tend facilement vers le personnage dur Voilà. plutôt que vers le gentil. Et donc du coup, je lui dis ouais, non. Et il me dit ouais, mais si, en fait, tu vas le faire. Donc je le fais. Et je joue ce méchant détestable en fait dans le clip. Et je prends énormément de plaisir.
En Ah fait, ouais. sur le tournage, c'était à Pablo Picasso à Nanterre. On était sur la dalle, on refaisait les scènes 4 fois, et puis il y avait des petits qui nous regardaient, et à chaque fois qu'ils faisaient et comme s'ils Ah ouais, t'avais redécouvraient un la scène. public live. C'est ça, c'était trop marrant. Et puis le fait d'avoir le retour de Warren qui me disait là, joue-le un peu plus comme si, ou là, dis plutôt ça, etc. Et je trouvais ça très marrant. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et je me rappelle qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui donnait des cours de théâtre dans une petite MJC à La Courneuve. Et j'y suis allé. J'ai commencé à prendre des cours là-bas, en Ok. fait, par pur plaisir, sans objectif En quelconque. mode hobby, quoi. Vraiment, oui, pour retrouver ce plaisir du jeu. Et j'ai embarqué un ami avec moi, d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une actrice qui est venue donner des cours en tant que prof, en tant qu'intervenante, Ouais. et qui nous a dit, en fait, là, vous le faites comme un hobby, vous le pratiquez comme un hobby, mais vous auriez, pour certains, le potentiel de faire plus si vous vous donnez les moyens, si vous travaillez. Et donc, elle a monté, en fait, une petite représentation. Donc, elle nous a fait travailler des scènes de théâtre. Et on les a faites, en fait, on les a présentées devant Un public, quoi. voilà, alors un public. Les familles, tout ça, quoi. Alors pour le coup, c'était quelques proches, mais surtout des acteurs, une ou deux directrices de donc casting. un truc de pro, quoi. Voilà, de pro, mais encore amateur. Et donc il y avait un agent. Et un agent qui était pas le big agent, sinon il serait pas venu dans cette MJC oui. à La Courneuve, mais il m'a signé. Ok. Donc j'ai décroché mon premier agent avec les Tout premiers... va très vite, hein. Alors, c'est sur l'échelle de déjà quelques mois, mais c'est vrai que c'est quand même allé assez vite. Après, entre le moment où j'ai signé mon premier agent Ouais. et le moment où j'ai eu un rôle, il y a eu un petit peu, encore quelques mois, mais par contre, c'est vrai que je passais des castings et puis que là, du coup, tu dis, OK, je mets un premier pied dans... Je le fais pour de vrai, là. C'est ça, donc l'appétit est venu en mangeant. Ok, très bien. On va revenir à tout ça, hein. Est-ce que toi, du coup, tu te rappelles, parce que là, tu parles de ce que tu as fait, de comment tu as démarré tout ça. À quel moment tu dis, ouais, je veux faire ça sérieusement? C'est pendant que tu fais les cours dans cette MJC ou bien Non, je pense que c'est venu plus tard parce que même le fait d'avoir des castings et donc de se projeter sur des rôles, je me disais, ah bah trop bien si je l'ai. Mais en vrai, de là à en vivre, de là à ne faire que ça, c'est beaucoup trop loin. Ouais. Et donc du coup, c'était plus l'idée, c'était de voir où ce parcours allait me mener. Est-ce que j'allais pouvoir décrocher des rôles déjà? Parce qu'à ce moment-là, j'avais décroché aucun rôle. Donc est-ce que j'allais pouvoir décrocher un rôle? Est-ce que j'allais prendre du plaisir sur un tournage? Parce que du coup, un tournage professionnel, c'est encore autre chose. Et je me rappelle que je voulais même à un moment donné arrêter parce que ça me saoulait le côté tu passes des castings, des fois t'es pas pris. Enfin, souvent t'es pas pris. Presque tout le temps, en fait. Et cette actrice que j'ai oublié de nommer, qui s'appelle Anissa Alali, qui tourne encore et qui réalise maintenant, qui a récemment tourné dans BRI, la série sur Canal+, et puis qui a réalisé un premier court-métrage, et là je crois qu'il est en train d'en faire un deuxième, en tout cas en développement. Elle m'a vraiment poussé à continuer. Ok. Et puis peu de temps après, j'ai décroché mes premiers rôles. Ok. Et alors, tu as dit que tu es de Paris, dans le 94, c'est ça? Ouais, moi, alors de base, je suis de Paris-Sud, mais Paris intramuros, et là, oui, je suis dans le 94 depuis quelques temps. Mais quand tu fais tout ça, tu es dans Paris, hein? Oui. Ok. Et l'environnement dans lequel tu grandis, dire que à tes potes et à ton entourage, je fais ça, je fais ces cours d'acteur, tout ça, c'est quelque chose qui était assumé ou c'était quelque chose... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, bon, moi j'ai toujours été un petit peu, pas à part, mais je me suis toujours un peu foutu de ça, tu vois. T'as toujours fait ce que tu voulais. Ouais, alors, jusqu'à une certaine mesure, peut-être on le verra après, mais ouais, voilà, une limite. Mais l'avantage, c'est que je suis allé prendre des cours de théâtre à La Courneuve et globalement, il y avait des gens qui me ressemblaient beaucoup, un petit peu dans le profil. Et donc, c'est pour ça aussi que j'y suis allé. Je pense que j'avais peur de me retrouver dans des cours de théâtre très, très classiques, à apprendre des textes de théâtre très classiques. C'est pas forcément ce que je voulais. Moi, je voulais juste retrouver la spontanéité du jeu. Ouais. Et c'est pour ça que je suis allé dans cette MJC-là. Enfin, je suis un peu resté dans ma zone de confort. Ouais. Et bon, après, ça t'a emmené autre part, quoi. C'est ça. Tu décroches ton premier rôle. Le premier rôle, tu joues quel type de rôle? Alors,
on commence souvent par des rôles un peu par son emploi, on appelle ça, c'est tu joues ton emploi. Donc moi je suis un rebeu à cette époque-là, j'avais quoi, 24 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc tu joues Un rebeu de le rebeu 23 de quartier. Donc voilà, donc en fait on décroche, je dis on parce que c'est avec mon pote Adrien Trognon, Ok. qui est comédien, que j'avais embarqué en fait dans ces cours Ouais. de théâtre à Courneuve. On est deux à décrocher un petit rôle où on joue une bande de mecs de quartier, Ok. de cité, dans une série TF1 avec des dialogues quand même assez clichés. On taxe les gens pour qu'ils passent et qu'ils rentrent chez eux. Enfin, ça n'existe pas, ça. Donc, voilà. Mais c'est voilà, tournage TF1, budget, grosse caméra. Donc voilà, c'est le premier pas, il se fait là. Mais quand vous démarrez tout ça, parce que je vais dire vous, toi et Adrien, du coup, et d'ailleurs, shout out à toi, Adrien, est-ce que vous vous dites est-ce que vous vous dites, ouais, il faut qu'on fasse attention à pas être catalogué acteur de banlieue? En fait, Ou est-ce qu'il n'y a pas d'issue, puis on dit, viens, on va prendre ce qu'il y a à prendre? au début, tu es un peu obligé de prendre ce qu'il y a à prendre et Ouais. de montrer que tu es capable de faire un peu plus et de ce qu'on te donne à faire, le faire bien. Ouais. Et peut-être toi apporter de la nuance. Mais en fait, sur des rôles comme ça où tu as 2-3 jours de tournage, globalement, on te dit fais ton texte. Et puis souvent, c'est des scénaristes qui en fait ont je sais pas moi, entre 30 et 60 ans peut-être, et qui sont pas originaires de quartier. Ouais, ils savent pas. Donc même au niveau des Ils dialogues, veulent ce type, mais ils savent pas à quoi ressemble ce type. c'est ça. Et puis du coup, le dialogue, en fait, c'est un peu c'est pas écrit comme nous on parlerait. Donc on Mhm. s'approprie ça au moins. Ouais. Mais en fait, au début, voilà, tu joues ton emploi et tu vises à bien le jouer pour qu'on te donne des rôles de plus en plus consistants, Ouais, bien dans lesquels sûr. après tu arriveras à mettre ta sauce. Ouais. Et ça fait quoi de se voir la première fois à la télé comme ça? Franchement, c'est marrant. C'est Ouais. marrant, tu souris tout seul. Ouais. T'es un peu, tu te sens bête. Mais ça donne envie de plus, en fait. Ça Ok. donne surtout envie de plus. Parce que quand tu sors de ton tournage, bon, déjà, t'arrives, tu vois, on te maquille, on t'habille, on te donne des Ouais, consignes, c'est etc. réel, quoi. Tu fais partie d'un écosystème. Et puis, bon, bah voilà, 2 jours après ou 3 jours après, le tournage pour toi s'arrête. Et tu te dis, OK, c'est quand le prochain? Hmm. Sauf que, en fait, en tant que comédien, tu vois, contrairement à quelqu'un qui ferait peut-être de la musique ou de la peinture ou quoi, c'est pas toi qui décides quand Ouais, est-ce que pas tu vas du tout, jouer, même. tu vois. Donc, c'est Et cette même quand ça a attente. été filmé, et ça, c'est un truc que j'avais vu, je sais plus dans quoi. Enfin bref, j'avais vu ça. Il y a beaucoup de gens qui jouent des scènes, puis en fait, à la fin, t'es pas dans le film, en fait. Ouais. C'est coupé au montage, Exactement. ils ont pas gardé les scènes, donc ça, c'est encore pire, en fait. Ouais, ouais, ça arrivait à plusieurs personnes que je connais. Moi, ça m'est arrivé qu'on supprime des scènes. Ouais. Donc, ça m'est arrivé sur plusieurs projets, parce qu'en fait, souvent, ils filment un peu plus. Et en fait, il y a une réalité qui est que voilà, le film, pour le cinéma, ils ont un peu plus de liberté. Mais déjà, quand c'est de la télé, voilà, ça répond à un cahier des charges précis. Il faut que l'épisode il Sûr. fasse 50 minutes et pas Ouais, une de ouais, plus. ouais. Et puis sinon, c'est pour en fait tenir le rythme. Des fois, le film, sinon, a trop de longueur ou trop de redites ou ce genre de choses. Donc oui, tu peux passer à la trappe. Ouais, ça doit faire mal, ça. Ça doit faire mal, surtout si tu as fait de la promo Ben oui. pour le projet. Ah ouais, t'es là Ok. et tout. Aïe, aïe, aïe. Regardez mon film, regardez. C'est pas évident, Bon, au moins, t'as encaissé. Ça, c'est le plus important. effectivement. T'as parlé de ce premier rôle pour TF1. Est-ce que, on va parler un peu de Hors Noir, là. C'est ton premier succès? C'est le plus gros succès que t'as à ce moment-là? Ouais, Hors Noir, quand ça arrive, en fait. En 2020, hein. C'est ça. Ah ouais, putain. 2020, ça passe vite. Ouais. En fait, j'avais presque pas tourné à l'époque, mais j'ai eu le rôle parce que déjà, je savais que j'allais tourner dans un film Netflix par la suite. Mhm. Du coup, j'ai un peu vendu ça pour obtenir ce rôle-là. Et donc, je l'avais pas encore tourné, donc j'avais pas fait grand-chose. Et effectivement, donc c'est une web-série qui a été réalisée Exact. et en fait diffusée sur YouTube. Et ça a beaucoup fonctionné. Je crois que les épisodes de la saison 1 faisaient tous à peu près 1 million de vues. Ouais. Et il y avait En tout cas, ouais. des rappeurs assez connus Ouais, dedans, RK, Kobalade, etc. Donc ça, Franglish aussi, j'ai vu. Franglish, Ouais. Landy. Donc il y a eu un espèce de poussée en fait au Mhm. niveau des vues. Et c'est à l'heure actuelle encore le projet pour lequel on me reconnaît le plus. Ah, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce qu'on te reconnaît encore dans la rue Ouais. Là, là-dessus, quoi? 90% du temps, c'est pour ce projet-là. Ouais. Purée. Mais attends, ouais, j'ai vu que ouais, RK, t'as parlé de RK.
Kobalade, mais je me souviens pas assez de Kobalade. Il faudrait que je revoie la. Moi, j'avais vu cette série vraiment par hasard sur YouTube. C'était à l'époque du Covid, il y a pas mal de trucs qui sortaient. Et c'était une histoire bête et méchante de quartier, simplement. C'est ça. Et tu joues Cassim, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est une équipe de 4 braqueurs qui font un coup. Et en fait, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Rien à voir avec ta personnalité, là, tu joues pas toi. Rien à voir. À part je t'ai dit le profil, mais non, rien à voir. Mais donc, du coup, voilà, c'est 4 braqueurs qui font un coup. Et puis après, voilà, ils ont braqué les mauvaises personnes. Et puis, il y avait peut-être ma cousine qui était au moment du braquage. Donc, bon, voilà, ça emmène pas mal de choses par la suite. Ouais. Et en fait, c'était un épisode qui était diffusé, je crois, par semaine, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment que il y a eu un vrai engouement, quoi. Ouais. Et je me souviens, en tout cas, dans la liste, je sais pas les noms de toutes les personnes, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 artistes que j'ai l'impression d'avoir revus dans plusieurs autres séries aussi, par la suite, peut-être dans des rôles similaires ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir revu certains ensuite. Donc, ça montre encore qu'il y a eu quand même une bonne diffusion de cette série. Et ceux qui veulent la voir, elle est sur YouTube. Vous tapez Hors Noir. C'est ça. Peut-être mettez série à côté, sinon vous allez tomber sur l'album de Caris. Peut-être. Mais à préciser, c'est vraiment quelque chose qui a été fait. Donc à la base, c'est des clippers. C'est pour ça qu'ils étaient en contact avec tous ces rappeurs. Ils faisaient des clips. Donc Anouar et Emmanuel Laurent, Black Anouar et Emmanuel Laurent. Okay. Et en fait, c'est vraiment format un peu commando. C'est-à-dire que équipe réduite, pas de budget. On tourne et c'est monté dans la foulée et puis c'est diffusé sur YouTube. Donc c'est pas un projet pro, c'est pour ça que c'était sur YouTube. Et c'est aussi pour ça que le succès, en comparaison avec le budget, les moyens, il était vraiment important, quoi. Ouais. Et tu as l'impression que ce rôle-là, il t'a amené d'autres choses par la suite? Ouais, déjà, il m'a amené de la confiance. Ouais. Parce que j'avais pas joué un personnage avec autant d'évolution avant. En fait, en général, tu joues des petits rôles. Donc, quelques minutes, quoi. C'est ça. Et puis le personnage, en fait, c'est sur une durée dans sa vie de personnage qui est assez courte. Ouais. Voilà, tu joues quelques scènes, mais tu es la même personne. Là, il lui arrive des choses, sa personnalité évolue. Il y a un vrai travail de fond. Et puis le fait que ce soit en format commando, on avait aussi notre mot à dire, on était force de proposition, on construisait aussi un petit peu. Okay. C'est cool, ça. Ça m'a vraiment donné déjà le sentiment de participer au-delà de jouer, tu vois. C'est ça. Et puis vraiment de me dire, ok, j'ai envie de retrouver ce genre de rôle où vraiment je peux à la fois porter ma pierre et où il y a une vraie profondeur en fait dans le personnage. Après celui-ci, on va pas dire que c'est les mêmes rôles parce que c'est pas du tout. Enfin, l'ambiance est un peu similaire dans le sens on est encore une fois dans un quartier, mais c'est des rôles différents. J'ai une question un peu tricky pour toi. C'est quoi le danger pour toi? C'est ne pas avoir de rôle ou toujours avoir le même rôle? Il y a un acteur, alors je sais pas s'il est mexicain aux États-Unis, mais tu sais, il a une tête très reconnaissable, burinée comme ça, avec une moustache et les cheveux un peu longs. Machete, là? Ouais, il fait toujours le méchant dans tous les films. Ouais. Mais le gars tourne. c'est vrai. Le gars tourne. Et ne pas tourner du tout, ce serait triste. Et puis après, si c'est toujours jouer le méchant, mais que c'est un bon méchant, moi, ça me dérange pas de jouer le méchant. C'est quoi un bon méchant? Un bon méchant, c'est un méchant qui va avoir des nuances, qui va des fois qui est pas toujours... attirer la sympathie en fait, des téléspectateurs, qui va pas forcément être méchant pour être méchant. Tu vois, le film du Joker, quand on se prend d'affection pour lui, c'est là où on se dit, ah ouais, le mec bute des gens. Et en fait, on le voit presque comme le héros du film et on le comprend. Et donc, tu vois, ça, c'est des méchants intéressants. Et si c'est le méchant cliché, non. Si c'est le méchant qui dessert ma communauté, non. Et donc, des fois, je fais des rôles de mec de quartier, de braqueur, même de djihadiste. Ouais. Mais est-ce que le propos du film ou du projet, dans sa globalité, il est cohérent et il est intéressant? Oui, ok, ça me dérange pas d'être le méchant. Ok. Parce que t'as joué beaucoup de fois le méchant, quand même. Ouais. Ou l'antagoniste, on va dire plutôt. Je veux dire l'antagoniste. C'est ça. Aux grandes dames de ma grand-mère. Tu te rappelles ma grand-mère dont je te parlais, qui m'emmenait au cinéma, qui me disait à chaque fois, mon petit Bilou, mais pourquoi il te donne des rôles de méchant? T'es si gentil. Bah écoute, mamie, je sais pas. Hein. C'est comme ça. C'est peut-être là que tu joues le mieux, peut-être, je sais pas. Oui, en fait, encore une fois, tu vois, t'as un faciès. On a tous un faciès. Et en fait, on est un produit. Ouais. Le cinéma, ça reste
de la consommation, on est un produit au service du film. Et en fait, moi, c'est plus facile de me marketer comme un méchant que comme un gentil. Et il y a des physiques, tu vois, je faisais du sport, Ouais. j'ai essayé de perdre un petit peu de masse musculaire parce que déjà, quelqu'un, par exemple, de musclé ou de sportif, on aura du mal à l'imaginer, par exemple, Il joue un rôle timide, doux. maladif ou ce genre de choses. Donc, Ouais. l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être le plus passe-partout possible, mais on a tous un faciès et quelque chose qu'on renvoie en fait dans l'inconscient collectif. Et le fait déjà que j'ai la boule à Z, et puis voilà, c'est ma tête, c'est comme ça. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu joues le méchant jusqu'au jour où quelqu'un va dire mais moi, je vois quelque chose d'autre, et du coup, tu fais un contre-pied. Et t'es celui qui a une tête de méchant mais qui est super gentil, et là ça devient super intéressant. T'as un exemple de rôle comme ça que t'as joué? Alors j'ai joué dans une série Ouais. de Cédric Le Gallo, qui est le réalisateur du film aussi La Revanche des Crêtes Pailletées, le co-réalisateur avec Maxime Govard. Et donc c'est une série qui s'appelle Fertile, Fertile, ouais. qui va sortir sur Arte. Ah, c'est pas encore sorti? Non, c'est pas encore sorti. On l'a tourné fin d'année dernière, mais je crois qu'ils veulent peut-être le faire passer au festival Sérimania à La Rochelle. Et donc, du coup, il y a la primeur, tu vois, pour les festivals. Donc, ça sortira peut-être en 2027. Ok. Et je joue un policier qui est vraiment foncièrement gentil. Ah ouais, pour de vrai. Qui veut le Pour de bien vrai. des gens. Ouais, qui est presque dans une naïveté de gentillesse, quoi. Donc on répète Fertile qui devrait sortir sur Arte. Donc ce sera sur YouTube ou pas? Ah non, ce sera sur à la télé. Série télé, puis après sur les Arte Replay, etc. C'est juste, ouais, c'est juste. T'as mentionné Cédric Le Gallo qui a aussi fait les crevettes pailletées. Et toi, t'as tourné dans La Revanche des crevettes pailletées. C'est ça, la suite. 2. Voilà, le 2. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi ça parle un peu ce film? Ouais. Alors déjà, le 1, c'est une équipe de water-polo gay, Ouais. qui va faire les Gay Games, donc les Jeux Olympiques LGBT. C'est vrai, ouais. Et donc, il leur arrive pas mal d'aventures en fait dans le 1. Et dans le 2, en fait, ils vont à nouveau faire donc, les Gay Games, sauf que le coach me demande de venir, et il me dit pas que c'est une équipe de water-polo gay. Moi, je suis juste un joueur de water-polo. Attends, juste, pour moi, c'est très important de préciser que ton personnage s'appelle Salim, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. C'est ça. Et du coup, tu es appelé, t'es un joueur de water-polo et tu es appelé par ce coach, et toi, tu sais pas où tu vas en fait. En fait, voilà, moi, je sais pas où je vais, et il m'amène parce qu'il a le sentiment que peut-être je suis gay aussi. Mais je lui en ai pas parlé. Et donc, il se dit peut-être que m'amener à cette compétition, ça va m'aider. Mais il me prévient pas. Et en fait, on est censé aller au Japon. On atterrit en Russie. Et en fait, on rate le vol pour le Japon. Et on se retrouve en Russie, pays homophobe. Ouais. Et il nous arrive un paquet d'aventures là-bas. Ok, on va laisser. Il est sur Netflix, hein? Il est sur Netflix. Ouais. Je vais répéter la Revanche des crevettes pailletées. Franchement, je l'ai regardé. Au début, je captais pas. En fait, il y a tellement d'infos, tu vois. Et à la fin, franchement, ça me faisait rire. Et puis j'ai trouvé sympa. En fait, toute l'histoire, elle est vraiment what the fuck, tu vois. Et moi, j'avais pas vu le 1, faut le dire. Donc, j'ai pas de contexte. Ça aide de voir le 1. Ça aide, ouais. Mais j'ai pas vu le 1. Donc, tu vois, déjà, quand tu me dis championnat de water-polo LGBT, je me dis, attends, mais c'est complètement fou, en fait. Tu vois, juste l'imaginer, tu vois, je trouve que... Et puis en fait, quand on voit le film, ça paraît bien plus clair, et puis on comprend les messages qu'ils essaient de passer derrière aussi, et j'ai trouvé ça sympa. Ça m'amène à une question, tu vois, mais... Et vraiment, sans préjugés ou quoi que ce soit, mais jouer quelque chose qu'on n'est pas. Mm-hmm. C'est comment en fait comment est-ce que tu te mets dans le personnage? Parce que je crois pas que c'est la même chose de se dire ok, je vais jouer un braqueur. Bah t'es pas un braqueur, mais jouer quelqu'un qui est gay ou comme ça, bah, je me demande comment est-ce qu'on se prépare à ça, c'est-à-dire est-ce que parce qu'il n'y a pas forcément besoin de changer de personnalité en fait. C'est ça. Mais c'est ce qui est intéressant dans le métier d'acteur, c'est de jouer des choses qui sont parfois loin de nous. Ouais. Sinon, c'est un documentaire. Si je joue Bilal El Athrebi. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'était super intéressant et challengeant ce rôle, parce que l'idée, c'est de se dire, voilà, je joue quelqu'un qui pourrait être moi, mais qui n'aime pas les femmes, mais les hommes, et qui se déteste pour ça.
Ouais, parce que c'est ça aussi Ouais. Après, la partie peut-être un que peu... là, je spoil. Ouais, Trop. bah écoute, c'est pas grave. Mais écoute. allez voir le film quand même. Pourquoi ? Parce que ça parle pas que de ça. Ça parle entre autres d'acceptation de soi, d'acceptation des autres. Et tous les personnages, parce que donc c'est un film choral, tous les personnages ont vraiment leur trajectoire, Ouais, très leur différente. parcours. Ouais. Et si vous avez le temps, regardez le 1, qui est très léger, je trouve très, très marrant. Et le 2, qui est un peu plus sombre, Mhm. mais qui est un film d'aventure, en fait. Le côté, tu vois, le côté gay, c'est un des éléments, un des facteurs, mais ça reste un film d'aventure, un film humain. Et pour revenir à ta question, je me suis pas posé beaucoup plus de questions que ça. Ouais. La vraie question, c'était quand même, étant de famille, tu vois, musulmane, de quartier, comment allait être la réaction, en fait? Quelle allait être la réaction de mes Parce proches? que toi, t'étais OK avec tout ça, mais c'était la réaction que tu... Bah, en fait, pour le coup, tu vois, quand je te disais que je m'en fous du regard des autres, Ouais. mais là, tu te dis, ok, ça va quand même. C'est quelque chose que le film va au cinéma, il était sur les affiches de bus, tu fais de la promo, des plateaux télé, il y a ton nom. Est-ce que, par exemple, je suis prêt à ce que mon père ne me parle pas pour ça ou à me couper plein d'amis pour ça? Ouais. C'est une question que tu te poses. Après, moi, je suis aligné avec qui je suis. Ouais. Et je trouve que, tu vois, c'était surtout défendre, en fait, en fait, lutter contre les discriminations. Ouais. Moi, j'aime pas qu'on me discrimine pour ma confession ou mon origine. Ouais. Et je veux pas qu'on discrimine quelqu'un pour son orientation sexuelle. Ouais, ça le concerne totalement. que lui. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, moi, sur ça, je suis aligné. Advienne que pourra. Et en fait, la réaction des proches était plus... tu vois, comme le film What the Fuck, justement, ils me disaient, ouais, mais c'est quoi ce film? Mais ils étaient quand même très fiers de voir leurs potes, leurs Bien fils, sûr, ouais. leurs frères au cinéma pour un gros rôle. Et ils ont apprécié le film. Ouais, parce que je pense... Alors, moi, hors noir, je vois ça comme... tu sais, comme ces joueurs de foot où on dit validé par la street, on n'oubliera jamais, tu vois. Hors noir, je le vois un peu comme ça. Mais la revanche des crevettes pailletées, c'est vraiment ton plus gros succès, en fait. Parce que en termes de promo aussi, tu vois, tu vas sur des gros plateaux, etc. On va dire que c'est ce qui s'apparente le plus à l'élite du cinéma, en fait. En termes d'aboutissement, peut-être? Ouais, quand même, parce que tu as ton nom sur l'affiche. Tu vois, en termes de hype, en fait. C'est ça. Alors, hype, après, des fois, ça ne rencontre pas le succès de la reconnaissance publique, mais en termes de succès d'estime, et puis surtout de me dire, OK, c'est un rôle principal au cinéma. Tu as une 30aine de jours de tournage. En plus, on a tourné en Ukraine, donc tu vis vraiment l'aventure d'un tournage là-bas pendant longtemps. Tu as une considération de la part du réal, des prods, etc. Tu fais vraiment partie du projet. Bah oui. Et donc, c'est un vrai aboutissement. Donc, c'est une fierté aussi de jouer dans ce genre de projet. Et d'ailleurs, je me souviens que quand tu m'avais parlé de tout ça, moi, je savais pas du tout que l'Ukraine... On va faire un pas de côté un peu, mais je savais pas du tout que l'Ukraine était un énorme centre de réalisation de films, en fait. Enfin, de production de films, en fait. Alors, pour le coup, était, ouais, vu pardon. la situation actuelle. Bien sûr. Mais en fait, oui, il y a certains pays, comme par exemple le Maroc aussi, qui ont vraiment l'habitude d'accueillir des tournages étrangers, parce qu'en fait, ils vont avoir une facilité à bloquer les lieux, etc., qu'en France, qui sont plus ça va coûter plus d'argent. Leurs techniciens sont très professionnels et coûtent moins cher, parce que ça reste le nerf de la guerre. Quand tu as 5 millions, comment tu fais? Et donc, par exemple, quand tu veux des paysages avec beaucoup de neige, un peu Europe de l'Est, bloc soviétique, tu vas en Ukraine. Quand tu veux du désert, si tu veux tourner en Irak, tu peux pas, tu vas au Maroc. C'est un peu... Star Wars, ça a été tourné au Maroc, ce genre de choses. Maroc ou Tunisie? Mais en tout cas, voilà, c'est un des deux, quoi. Ouais, voilà. C'est fou quand même. Et du coup, les crevettes pailletées, c'est la revanche des crevettes pailletées. Moi, pour revenir à ça, en fait, de ce que je pense souvent, c'est que toi, tu redoutais peut-être la réaction, etc. Mais en fait, souvent, la manière dont toi, tu l'abordes, c'est ça qui donne le rythme aussi. Exactement. Si toi, tu es tranquille, tu vois, qui c'est qui va dire quoi? Et en fait, tu as tout dit. Et ce que j'ai fait, c'est que donc on avait une grosse tournée en fait, d'avant-première. Je suis allé pour la première fois dans pas mal de villes de France pour les faire. Et, sur les tapis rouges, quoi.
Alors, c'est pas Pas forcément tapis des rouge, tapis mais tu vois, rouges, mais- t'arrives devant, il y a les photos, etc. Alors ça, c'était pour le Grand Rex, pour la dernière big avant-première à Paris. Mais sinon, globalement, comment ça se passe? En fait, quand un film sort, ils proposent des avant-premières un petit peu partout. Donc, par exemple, à Lille, Marseille, etc. Donc, les gens prennent leur place. Et toi, tu viens soit avant le film, soit après le Ah ouais, film, puis tu échanger t'en un peu parles, avec le ouais. public. Ouais. Et ils ont fait une avant-première pas très loin de mon quartier. Donc, Ok. je me suis dit, au lieu d'attendre la réaction, je vais tous les inviter, enfin tous, Ouais, je vais une en partie, une inviter. petite vingtaine. Et je vais les inviter. Il était là, Warren, ou pas? Warren, je crois qu'il était au Grand Rex, lui. Je crois. Ouais. Je crois. Après, il est busy, lui. Donc, Ouais. mais en tout cas, il a vu le film. Mais encore, Warren, c'est un artiste. Ouais. Donc, je- Non, mais parce qu'il a lancé, c'est ça. Mais je lui rends. l'idée. Tu vois, je lui donne ses fleurs et à chaque fois que je l'ai au téléphone, je lui dis, tu sais, que ça part vraiment de toi parce que je me rappelle encore de son retour en fait après le clip. Et il m'a dit, tu devrais faire quelque chose. Tu devrais faire quelque chose. Ça s'est bien passé. J'ai des bons retours. Tu devrais pousser le truc. Et donc, en fait, j'ai invité tous ces mecs de mon quartier à voir Ouais. le film. Et donc, en fait, Eux, ils savent pas ce qu'ils viennent voir. je leur ai dit, les gars, vous allez voir un film. Je joue un rebeu dans une équipe de gays, etc. Et donc, la réaction au début, c'était, ah, ça y est, ils t'ont eu. Ah, le show business, ils t'ont eu. Ah, tu t'es vendu, Ouais. etc. Sauf qu'ils sont allés voir le film et ils ont beaucoup apprécié le film. Et surtout, ce qui était marrant, c'était de voir à la fin du film, parce que donc, quand on échangeait avec le public, j'ai dit, bah voilà, il y a les mecs de chez moi. Et donc, la plupart du public qui était en partie un public concerné, Public cinéma, ouais. soit Ah oui, cinéma, ou bien soit aussi par la cause, ouais, LGBT, bien sûr. etc. Et qui voyaient ces gens-là qui dénotaient. Et en fait, ça a donné lieu à des discussions, même à des photos, parce qu'après, ils tapaient la pause devant l'affiche. Et vraiment, j'ai ce moment en tête de Ouais, l'après-film où du coup, après, personne m'a rien dit. Et puis, de toute façon, T'as fait plus que. Mais en fait, t'as même, tu vois, en termes sur l'aspect social, tu vois, c'est même une très bonne chose, tu vois, parce que ta mentalité, ben, tu as transmis le message et tu as essayé de le transmettre plus loin et de le cultiver. Donc, en faisant venir tous tes potes, tu vois, c'est ça. qui viennent d'un monde différent où il y a encore du travail sur pas mal de choses, tu vois. Exactement, parce que on va pas se mentir, hein, Mm. dans les quartiers, on est pas en majorité, mais en plus grand nombre d'origine d'Afrique. Ouais. Et c'est des pays en fait où c'est dangereux d'être homosexuel. Ouais. Tu vois, il y a des pays Voire où c'est- illégal, hein. Voilà, voire illégal. Et puis publiquement, en fait, tu peux te faire taper ou Ouais. tuer et il va rien se passer. Ouais. Et donc, en fait, nous, hein, dans notre inconscient, en fait, c'est transmis. C'est Ouais, un bah héritage que ça soit tabou. On connaît tous des familles où il y a des gens où on se doute, mais Ouais. personne n'en parle et tout le Ouais. monde fait comme Ouais. si de rien n'était parce qu'en fait, c'est une espèce de peur qui est héritée. Ouais. Et après, les mecs de chez moi, j'avais tourné Hors Noir aussi dans mon quartier, donc Ouais. ils savaient que j'étais dans le cinéma. Ouais, bien C'était sûr. aussi plus facile pour eux d'accepter ça. C'était Ah, donc- un rôle. Hors Nord, vous avez tourné dans ton quartier? Ouais, en fait, sur la saison 1, ils avaient des difficultés à trouver des lieux. Je leur ai dit, les gars, venez chez moi. Vous voulez 20 jeunes, 30 jeunes, 3 bars, 2 chambres, 2 trucs. Je vous trouve tout. C'est chez moi. Et donc, on a tourné la saison 1 dans mon quartier. Et donc, du coup, j'ai pu placer des mecs de mon quartier dans le tournage. Incroyable. Incroyable, les grosses passes D là. Ah, ça fait plaisir. On va parler de encore un ou deux projets que tu as fait. Il y en a un dont j'aimerais parler parce que je pense aussi, je trouverais hyper cool qu'en fait les gens qui écoutent cet épisode aillent voir ce que tu as fait un peu. Et il y a récemment, tu as joué dans quelques épisodes de la saison 2 de Cœur Noir. Attention, hein, Hors Noir et Cœur Noir, c'est pas la même chose. Et là, tu joues un djihadiste et vous avez tourné, si je ne me trompe pas, au Maroc. Exactement. Mais ça se passe pas au Maroc. C'est ça se passe plutôt Irak, Syrie, etc. Ouais. Là où il y a l'État islamique. Et puis, Il y avait- en 2-3 mots, ton personnage, le Belge, hein. El Belgique. Voilà, Belgique. le Belge, donc un jeune de Belgique qui a été radicalisé, qui est parti Ouais. faire donc la guerre Ouais. pour l'État islamique. Et donc la série globalement parle d'une équipe de forces spéciales françaises. Donc dans la saison 1, Ouais. en fait, on suit cette équipe-là. Déjà dans leur track de chef de guerre djihadiste, etc. Il s'avère qu'il y a une péripétie qui les amène à la saison 2 à mon personnage. Ok. Et voilà. Et puis, si je me trompe pas, on te voit dans les épisodes 3, 4 et un peu 5. Je crois 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Ah mais ouais, en tout cas, enfin, sur bref. la deuxième partie de la saison, Ouais. on me voit pas mal. Et Allez jeter un œil, quoi.
Pour le coup, c'est un vrai méchant. Lui, c'est un vrai méchant. C'est un vrai méchant. Ah ouais. Et t'aurais aimé jouer les forces spéciales ou pas? J'aurais tellement aimé. Et figure-toi que je sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais en fait, quand j'avais entendu parler du projet Ouais. de cette série, donc de la saison 1, j'ai appelé mon agent de l'époque. Je lui ai dit, je veux absolument faire partie de ce tournage. Bah, j'ai grandi avec les films d'action américains. Moi, Ouais. jouer un commando des forces spéciales françaises, ce serait top. Je fais du sport, etc. Elle m'a dit, ouais, mais il cherche des gens plus âgés. J'ai dit, ah, ok. Je l'ai rappelé. Je dis, non, mais même une silhouette, donc c'est un figurant dont on distingue le visage, même un petit rôle, s'il te plaît, appelle-les. Vraiment, je corresponds au profil, je suis sûr, etc. Elle me dit, ok. Elle appelle la Dircast. Annette Trumel, super directrice de casting, qui n'a pas eu le temps de me recevoir. Et donc, le retour, c'était, bon, bah, fais une self-tape, donc un casting en vidéo. Ouais. Et puis, voilà. Ce qui se fait beaucoup, hein, en fait. Hein. C'est ce qui se fait de plus en plus depuis le Covid. Covid, ouais. Et donc, je fais cette self-tape et j'ai un retour qui est que, bah voilà, super self-tape, mais malheureusement, le réel a pris d'autres directions. C'est un peu les réponses diplomatiques pour me dire, t'es refusé. Mais au moins, je me suis dit, j'ai joué ma carte. J'oublie, je regarde la saison 1 quand elle sort, je kiffe. Et en plus, il y a un acteur qui s'appelle Toufik Jalab, qui après a joué dans Pax Massilia, etc., qui est super fort. Donc, c'est vrai qu'il ne pouvait pas mettre deux rebeux dans l'équipe des forces spéciales. Et donc, voilà, le temps passe. Et l'assistante de mon agent actuel m'appelle un an et demi après pour me dire Annette Trumel aimerait te rencontrer pour jouer dans la saison 2. Je me dis, c'est pas vrai. J'étais en Suisse d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Et je dis, pour quel rôle? Pour Elle Belgique. Je dis, bon. Ah. Mais, parce que dans la saison 2, il n'y avait pas de rôle pour lesquels je correspondais. J'étais soit trop jeune, soit trop vieux pour un des deux commandos qui arrivait. Mais du coup, la première chose qu'elle fait quand elle me voit au casting, c'est « Ah, j'ai beaucoup aimé tes essais pour la saison 1 ». Et donc, je passe 1, 2, 3 castings pour ce rôle-là. Et vraiment, en fait, je pense que si je n'avais pas insisté 3 à 4 ans avant pour passer le casting de la saison 1, pas eu... je ne me serais pas retrouvé à jouer là. Ouais, tu n'aurais pas fait la vidéo, tu n'aurais pas... C'est ça. Ah ouais, bah oui. Ok, très bien. Ben, on répète, hein, Cœur Noir sur... Ah, mais c'est ça que j'ai pas dit. Sur Prime, hein, Amazon Prime, ouais. Mais c'est pas passé sur France 2 aussi? T'as fait ton travail. Ouais. Oui, effectivement, c'était passé sur France 2 et là, c'est sur Prime Video. Ok, Prime Video pour ceux qui souhaitent regarder tout ça. Alors, je vois qu'il y a numéro 10 sur Prime Video. Je sais pas, c'est un gros... J'ai pas le rôle en tête. Alors, je joue un policier. Pour le coup, c'est un petit rôle. Gentil. Ou un pourri? Non, ni un pourri. En vrai, pour le coup, c'est vraiment un petit rôle. Ouais. Et c'est sur un joueur de foot qui hésite entre la sélection sénégalaise et française. Ok. Moi, j'interviens vraiment sur 2-3 scènes. Ça reste relativement anecdotique. Justement, ça fait pas partie des rôles dont je te parlais où tu peux vraiment travailler ton personnage comme sur Cœur Noir. Là, on est plus sur quelque chose un peu plus que silhouette, quoi. Oui, c'est des petits rôles. C'est des petits rôles, c'est-à-dire que tu interviens sur 2-3 scènes. Ouais. D'un épisode. Bah, voilà, là, c'était un film, mais c'est pas... Ah, c'est un film, ça? Ouais. Ah, c'est un film qui passait à la télévision, pardon. Qui est passé directement sur Prime, je crois. Ouais. C'est un film Prime. Mm-hmm. Mais voilà, t'es pas... Voilà, c'est même pas un second rôle, c'est vraiment un petit rôle. Et dernier projet dont on va parler, parce que après, sinon, je donne trop de devoirs aux gens, mais c'est ton autre film cinéma, Rokia. Ouais. Ça, c'est quelle année? J'ai pas l'année. Rokia, alors... C'est toujours délicat de se rappeler des années parce qu'en fait, tu tournes et puis le projet sort un an et demi après. C'est ça hein, qui est compliqué. 2023. 2023, voilà. Une femme gagne sa vie en faisant de la contrebande d'animaux exotiques. C'est ça, un peu une sorcière, etc. Et donc, en fait, c'était Golshifteh Farahani, cette actrice franco-iranienne dont on parle un petit peu en ce moment. Pour sa on va laisser les gens faire leur devoir. Voilà, en tout cas, sur Twitter, son nom en ce moment, il ressort pas mal. For sure. C'est ça. Mais tu vois, ça, c'est typiquement le genre de rôle dont tu me parlais au début, où en fait, j'étais censé avoir une vraie interaction avec le personnage principal, même me bagarrer un petit peu avec elle jusqu'à ce qu'elle réussisse à se détacher. Et en fait, un tournage, il y a beaucoup d'aléas. Parfois, les
tournages prennent du retard. Et donc, mon rôle, il a été réduit, mais même sur place, en fait. C'est-à-dire que j'ai des lignes, j'ai des dialogues, j'ai des scènes qui ont sauté. Et donc, ça a été un peu plus anecdotique. C'était aussi l'occasion de rejouer avec Isaka Sawadogo, qui est un acteur que j'aime énormément, qui a joué aussi dans Hors Noir. Mais voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de projet où tu te dis, ah, trop bien, je vais faire une scène avec Golshifteh Farahani, et puis au final, soit tu l'as fait et elle apparaît pas, soit tu l'as fait même pas. Pour le coup, j'ai même pas fait. J'ai juste pris un selfie avec elle. Elle est super gentille. Mais voilà. Tant pis, quoi. Peut-être la prochaine fois, peut-être. Exactement. Tu le prends comment, toi, le rejet? Parce que tu vois, beaucoup de casting. Et je connais pas trop ce monde-là, mais j'imagine que ça ghost beaucoup. C'est-à-dire, il y a même des castings que tu fais, on te dit rien, quoi. Oui, alors le travail que tu fais sur toi-même, c'est de plus attendre les réponses. C'est-à-dire que nous, on passe des castings en tant qu'acteur et on n'attend plus les réponses. Et puis des fois, tu as la bonne surprise. Alors, ce qui est dur, c'est quand tu as ce qu'on appelle un callback, parce que notamment sur les rôles, par exemple, comme La Revanche des Crevettes Pailletées ou Cœur Noir, tu passes 1, 2, 3, 4 castings. D'abord avec le ou la Dircast, puis avec peut-être le réal ou la réal, la prod, etc. Et donc là, forcément, ça devient de plus en plus concret. Et surtout quand c'est des rôles importants, tu te dis, ah ouais, ça serait incroyable de jouer. Ça ferait aussi quand même un petit peu d'argent. Donc bien sûr. Là, c'est vraiment pas évident de s'empêcher de se projeter. Ouais. Mais globalement... Et puis même pour le casting. Oui. Pour travailler le rôle, en fait. C'est ça. Tu dois te projeter. Tu es obligé de le faire à fond, mais par contre, de vraiment oublier après. Là, par exemple, je pourrais pas te dire, il faudrait vraiment que je fasse l'effort de me rappeler quel est le dernier casting que j'ai passé. Parce que je tourne, j'oublie. Enfin, je passe le casting et j'oublie. Mais il y en a un qui t'a fait mal, vraiment, où tu aurais voulu jouer? Ouais. Je crois que je pense au même. Dis-moi. Je sais pas, mais... En fait, j'étais dans les derniers Pour la série de Booba. C'est ça, pour Ourika. Et en fait, je pense que j'aurais peut-être été plus pertinent, pas que l'acteur qui l'a joué, mais en tout cas, je pense que mon profil aurait peut-être aurait pu plus correspondre au rôle du policier qu'au rôle du jeune. Mais c'est un acteur qui s'appelle Adam Bessa qui l'a joué. Donc C'était le rôle principal en fait dans la série Booba, sur Prime Video encore. Et là, c'est vrai que j'ai été dans les derniers tours. Et c'était, du coup, c'est quand même assez frustrant. Mais là, j'imagine, dans le casting, Booba, il n'est pas là. Booba, alors non, pas physiquement, mais par contre, il regardait sur les dernières étapes, il avait quand même son mot à dire, et puis il regardait un petit peu. Ouais. Bon, bah écoute, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de deuxième saison à cette histoire. Non, mais tu sais, mon rôle dans Cœur Noir, il était censé pop pour la saison 3, et je suis pas sûr qu'il y en ait une. Donc il y a aussi... On sait jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc ce serait intéressant de voir une troisième saison de Cœur Noir pour voir ton personnage, si ça peut se faire. Ton rôle de rêve, mais on n'a pas besoin de dire... je te souhaite bien sûr Hollywood et tout ça, mais vraiment un truc, tu sais que tu peux jouer et que tu aimerais beaucoup jouer. Alors... Peut-être t'as dit que tu voulais jouer un gentil. Moi je trouve que ce qui est super intéressant quand tu es acteur, c'est quand il y a des réelles immersions. Et je pense que, tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo, ou alors un film sur la Seconde Guerre mondiale, quand tu as tout un plateau de tournage qui est d'époque, avec des costumes d'époque, où tu dois travailler des skills, par exemple, savoir jouer à l'épée, savoir monter à cheval, apprendre une autre langue. Là, pour moi, ça, c'est l'essence même du métier d'acteur. C'est devenir quelqu'un d'autre. Et puis, et avec tous ses faiblesses, ses qualités, ses compétences. Donc, en fait, aux États-Unis, ils ont plus de budget. Donc, des fois, il y a vraiment des rôles qui sont poussés. Mais tu vois, j'aimerais bien, peu importe le rôle, mais avoir une préparation de 6 mois pour ce rôle. Et vraiment devenir quelqu'un d'autre. Incarner le truc. Voilà, ça serait fou. Et après, bon, peut-être, moi, j'aime beaucoup les films d'action. Donc, un film de guerre où je meurs à la fin, ça serait stylé. Le Comte de Monte Cristo, j'avais pris une claque quand même. En fait, je regardais puis je me disais, mais tous ces décors, tous ces trucs, c'est une dinguerie, quoi. C'est waouh. Après, tu vas me dire, s'il y a le budget, tu fais ce que tu veux aussi, mais en tout cas, j'avais été impressionné par le cadre, par ce qu'on voit, etc. Le jeu d'acteur, je ne sais pas trop juger ça, donc je vais laisser ça. C'était Pierre Ninet. C'est costaud, hein, mais en fait, c'est rare que des films français aient autant de budget
et Ouais, aille c'est ça, aussi hein. loin dans le délire. J'avais trop Donc, aimé ce film. rien que pour ça, c'est intéressant d'aller voir ce Ouais, genre de j'avais projet. Franchement, j'avais vraiment pris une claque. Euh, hmm, Est-ce que en France, on peut vivre du métier d'acteur sans être Pierre Ninet, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a vivre et il y a vivre comme tu l'entends. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'ai des amis qui sont acteurs, qui, entre les rôles, par exemple, font de la figure ou alors font du théâtre. C'est quoi de la figure? Ah, de la figuration, c'est quand tu es vraiment les gens en fait, qui constituent passent. un peu le cadre, voilà, Ouais. le Passe mec dans qui la passe. rue. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, le but, pour se sécuriser en tant qu'acteur, si tu veux vraiment vivre de ça, c'est d'avoir l'intermittence du spectacle, qui est un peu le chômage de l'acteur. Mais pour ça, pardon, il faut tourner 45 jours dans l'année. Ok. Pour te donner un exemple, La Revanche des Crêtes Pailletées, j'avais 30 jours de tournage et Cœur Noir, j'avais 13 ou 14. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu que je fasse La Revanche des Crêtes Pailletées et Cœur Noir dans la même année pour avoir l'intermittence, et ça dure 1 an. Ouais. Donc en général, t'as pas autant de tournage et donc tu composes. Alors avec le théâtre, ce qui est bien, c'est que chaque date compte comme une journée et il y a les répétitions aussi qui comptent. Donc il y a pas mal de gens qui font du théâtre. Ah ouais. Et sinon, c'est un peu, tu vois, t'as le taf de serveur ou ce genre de choses pour composer avec les tournages. Ouais, pour avoir la flexibilité de partir quand C'est tu ça. veux. Ouais. Mais moi, j'ai décidé, à tort ou à raison, de ne pas faire all-in, en fait. J'ai Ouais. toujours travaillé à côté parce que je voulais jamais, en fait, avoir cette pression financière Ouais. sur l'acting. C'est du bonus, ça fait Ouais. plaisir, l'argent, forcément. Bien que, voilà, tu touches pas des millions. Mais je veux garder ce plaisir de jouer et jamais me dire, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer ou aller en vacances cette année grâce à l'acting. Donc, voilà, j'ai fait ce choix-là. Forcément, j'en paye aussi comment dire, le fait de ne pas être à 100% dedans, Ouais. parce que je travaille, donc je peux pas tout le temps travailler Tout le des temps, textes, ouais. etc. Et tout. Mais en fait, voilà, il y a tellement peu d'élus, tu vois, qui ont vraiment C'est la trop chance. Et puis même, tu vois, tu tournes, t'as un rôle récurrent sur France 2. Tu tournes 4-5 ans. Tu commences à t'habituer, tu as ton train de vie, peut-être tu fais un crédit, etc. Ça s'arrête. Ouais, En fait, c'est incertain au possible, ce métier. ouais, c'est très dur. Et donc, je me dis, OK, garde le plaisir, quitte à peut-être à un peu moins jouer, quitte à ce que ce soit moins présent dans ta tête aussi, parce que, tu vois, loin des yeux, loin du cœur. loin de Ça la tête. use, quoi, aussi. Ça. Mais voilà, au moins, ça me permet d'avoir une stabilité émotionnelle, parce que je connais aussi des gens qui, tu vois, passent un casting et puis en fait, après, se rongent les doigts parce que bah, tu as vraiment besoin. Ouais, Tu vois, moi, ça reste de l'envie, ouais. mais j'ai pas besoin de ça. C'est fou, hein. C'est vrai, j'avais oublié cette histoire de. Enfin, ce statut d'intermittent. Et puis, attends, parce que acteurs, maintenant, les footballeurs, ils veulent être acteurs, les rappeurs, ils veulent être acteurs, les influenceurs, ils veulent être acteurs. C'est vrai. Hein. Donc, pareil, il y a des. Le game, il est. Et, attends, il y a des acteurs qui obtiennent le rôle, donc on leur dit, on les appelle, on leur dit, c'est toi. Et puis finalement, on leur dit, ah, désolé, en fait, ça va être tel ou tel influenceur ou tel rappeur ou telle star. Ouais. Et donc, en plus, tu vois, tu dois te bagarrer avec des gens qui. Après, voilà, c'est pas une chasse gardée, hein, l'acting. Bien sûr. Tout le monde a le droit de C'est jouer juste- ses cartes. Ça a changé. Aujourd'hui, beaucoup de monde fait beaucoup de choses. C'est ça. Et il y a toujours tu vois, tu le vois au Festival de Cannes avec tous les gens qui veulent être au Festival de Cannes mais qui sont pas acteurs. Il y a quand même encore Il y a plus c'est que- sexy, tu vois, le Ouais. cinéma. Tout le monde a envie de faire du cinéma. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup plus de projets, surtout depuis le Covid, économiquement. Donc, forcément, tu as encore moins de chances de tourner. Et là, il y a des castings que tu as fait sur lesquels tu attends? Non, je t'ai dit, je me rappelle Tu te même rappelles pas. mais ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Ouais, je sais qu'il y a un projet là qui, je crois que c'est pour Netflix, qui est super sympa, de policier, mais un peu mec de quartier, etc. Mais en fait, Tu sais pas, quoi. Peut-être Et puis, ça revient dans 2 ans, quoi. c'est ça. Et puis ils voient toute la capitale. Avant, il y avait pas autant de gens qui passaient des castings et qui étaient bons. Ouais. Tu vois, je prétends pas être le meilleur comédien. Il y a des mecs qui sont super forts. Et donc, si à chaque casting, vous êtes 50, 60 mecs super pertinents et Ouais. qui correspondent, bon courage. C'est très compliqué. Mais bon, tu commences aussi à construire un CV, donc c'est aussi des choses qui doivent jouer en ta faveur. Et tu as même joué de ça pour avoir le rôle dans Hors Noir. Donc, Ouais, en général, on te dit que
ça prend 10-15 ans à ce que vraiment tu fasses ton nom et que les gens te connaissent. Ça veut pas dire qu'ils vont t'appeler tout le temps, mais que voilà, tu existes un petit peu, les Dearcast, les prods, les régulièrement réals, ton etc. petit rôle. Voilà, ça prend 10-15 ans. Ouais. Ça peut prendre beaucoup moins, ça peut prendre un film. Ouais, Tu bah, vois, il y a des étoiles filantes. Voilà. Et encore, Omar Sy, il a travaillé avant. Tu sais, oui, mais dans l'acting, c'est quoi le film avant ça qu'il a fait? Non, c'est certes, mais il est pas parti de rien. Et il y a des mecs vraiment Non, qui mais pop, il part tu pas vois, de ça, c'est vrai. révélation au César, et après ils enchaînent. Et tant mieux pour eux. Mais en général, la moyenne, c'est plutôt 10-15 ans le temps de faire son nom. Ouais. Tu prends même des Gilles Lelouch, etc. Ils ont percé sur le tard. Et au moins, il y a ce truc-là qui fait que, contrairement par exemple au football, Ouais. ta carrière, elle s'arrête pas à 35 ans. Ouais. Petit bémol peut-être pour les femmes qui subissent encore tu vois, le fait de... Ouais, Elles doivent être désirables un peu. Il y a ce truc où je trouve qu'il y a encore un peu une discrimination vis-à-vis de l'âge pour les femmes, vrai. Alors que les hommes, c'est plutôt à 40-50 ans que tu as le plus de rôles. Le policier, le parrain, le truc. Les femmes, vite après, elles peuvent tomber dans l'oubli et c'est pas évident pour elles. Mm-hmm. Ouais, moi, je trouve que c'est un milieu qui est... Ouais, c'est très dur, le cinéma, quoi. Après, en tant que personne lambda, on s'intéresse pas trop, tu vois. Nous, on veut juste regarder des films et des séries et on regarde pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est vrai que ça doit être la guerre à l'intérieur. On va bientôt arriver à la fin de l'épisode. J'ai 2-3 petites questions, un peu plus. 5-6 questions pour toi. Où c'est des questions rapides, donc je te laisse me répondre le plus vite possible, mais c'est pas un concours de rapidité. Alors, la première question, c'est le meilleur conseil qu'on t'a donné en acting. Mince. Le but, ça reste quand même je pense, je sais plus qui me l'a donné ce conseil-là, mais globalement, c'est de pas essayer de jouer la comédie. Tu vois, souvent dans les cours de théâtre, il y a des gens qui arrivent et qui prennent une voix de feuilleton, etc. Le but, c'est de sortir ton texte, mais vraiment de le lâcher et d'oublier la caméra et d'oublier tout ça. C'est vraiment de pas jouer, en fait. De dire les choses telles qu'on les pense et telles qu'on les dirait, en fait, hors caméra. Juste pour être le plus naturel possible. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas évident. Le pire casting vécu. Un casting. Alors, moi, je suis à moitié égyptien, mais je parle pas arabe fluently, tu vois, de manière courante. Loin de là. Il y a un casting, tu vois, souvent on te dit, ouais, tu parles arabe et tout, et tu dis, bah oui, enfin, t'inquiète, quoi, enfin, je peux me débrouiller. Quelle histoire. Purée. Et en fait, j'avais genre des pavés en arabe à sortir. Et en fait, je travaillais, je maîtrisais pas assez, j'ai pas assez travaillé le texte en arabe. Et en fait, je me suis retrouvé à faire un genre de charabia en face de la Dearcast qui savait pertinemment que ce que je racontais, ça voulait absolument rien dire. Et je me suis senti vraiment tellement honteux ce jour-là. Ah bah ouais. Et faudrait vraiment que je travaille mon arabe. Mais t'es allé quand même. Hein. Et dans Cœur Noir, pour le coup, je joue la plupart de mes scènes en arabe. En plus, un arabe un peu, tu vois, Fusha, donc c'est l'arabe du Moyen-Orient. Ouais. Et pour le coup, tu vois, j'ai travaillé. Très bien, bravo. Bah, t'as appris, hein, surtout. C'est ça. Bon, un rôle que t'aurais aimé jouer, je pense que tu l'as déjà mentionné, c'est dans Ourika, c'est ça ? Oui. Après, on a grandi avec un prophète, Raïm. Enfin, voilà, c'est quand même la référence pour les mecs de mon âge qui se projettent dans le cinéma. Tu vois, quand on parle d'évolution dans le rôle, le mec arrive en prison, c'est personne, il finit, c'est le taulier de la prison. Ouais. Et tu vois, ça à jouer, c'est jouissif. Magnifique. Netflix ou cinéma ? Cinéma quand même. Mais tu regardes plus souvent Netflix ? Oui, mais là, c'est le comédien qui te répond. C'est le comédien qui te répond. C'est vrai. Une série française sous-cotée. Série française sous-cotée. Je conseille quand même de regarder Le Bureau des légendes. Je trouve ça sympa. C'est long dans sa construction, un peu comme The Wire, tu vois. C'est des séries qui sont longues à s'installer. Je trouve ça sympa. Après, peut-être que je pourrais te faire une meilleure propale, mais il faudrait que je réfléchisse. Ouais. Mais je trouve que Le Bureau des légendes, c'est pas mal. Ok, très bien. Un acteur ou une actrice sous-cotée. J'ai envie de te dire tous mes potes. Hein. Moi, j'aime beaucoup Moussa Maskri,
qui est pas du tout sous-coté parce qu'il a tourné énormément. Il a joué avec moi j'ai joué avec lui plutôt dans Cœur Noir, Ouais. qui est un très grand acteur. Et je trouve qu'il mériterait d'être encore plus haut que ce qu'il est en termes de reconnaissance. Après, il a une super carrière, mais c'est vraiment quelqu'un dont j'aime beaucoup le jeu. Je vois pas du tout, hein, Je te personnellement. montrerai, tu verras mais- tout de suite sa tête. Ok. Lui, pour le coup, il a beaucoup joué le méchant aussi. Ok. Il le joue bien. Vous êtes une team de méchants, en fait. C'est ça. Le métier d'acteur est plus dur mentalement ou financièrement? Bah, je t'ai dit, moi, j'ai skip Ouais, le oui. côté financier, mais mentalement, c'est pas évident parce que c'est vrai que tu as souvent des noms et tu t'accroches à peu de choses. Et puis quand on te dit oui, c'est pas forcément pour les rôles qui te font Ah le oui. plus plaisir. Alors des fois, tu as de la chance. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai fait vraiment des rôles que j'ai aimé Mhm. jouer. Mais c'est vrai que mentalement, c'est pas évident. Surtout quand tu dis, voilà, je suis comédien. Ah ouais, t'as tourné dans quoi récemment? Ouais, bah là, ça fait peut-être, je sais pas, j'ai n'importe 6 quoi, mois, 5 ans peut-être que Ah j'ai ouais. pas tourné. Non, pas moi, mais tu vois, Mm. on en revient au J'ai truc du capté. début, c'est est-ce que tu te sens legit ou pas en fait? Magnifique. C'était la dernière question rapide. On va passer aux questions de fin, Bilal, que je pose à tous mes invités. La première question, c'est quel est ton son du moment? Alors mon son du moment, c'est un espèce de son, c'est un peu un ovni, donc c'est le groupe de rap qui s'appelle Tissé Lawin. En fait, de rap, non, c'est du rock, blues sahraoui, donc du Sahara. Donc je sais pas si c'est du nord du Mali ou du sud de l'Algérie. Et en fait, c'est voilà, de la guitare, du blues, mais avec les voix, tu vois, du désert. Et le son, c'est Amidinine. Je mettrai le son en Et post sur le mais post. je l'écoute non-stop en ce moment. Ok, très bien. Et si on avait une table que tu pouvais organiser un dîner avec 5 personnes pour manger, qui c'est qui s'assoit à ta table? Célébrité ou pas, vivante ou pas, tu fais ce que tu veux. Ok. Bah, je pense que je commencerai quand même par le prophète Mohamed, Ouais. T'es pas le premier à le dire, hein. ouais, qui est donc dans l'histoire en fait islamique, qui est donc le dernier des prophètes, le dernier à avoir reçu un message de Dieu. Je pense que forcément, ça serait très très cool de l'avoir à ma table et de pouvoir en avoir les enseignements. Pour garder le même prénom, je dirais Mohamed Ali, parce que moi j'ai Très fait bien. pas mal de boxe anglaise. Ouais. Et quel homme, quel charisme, et puis quel engagement, tu vois. Ouais, Le mec bien a dit sûr. non à la guerre en Vietnam, etc. Donc, grand homme. Je dirais, là, c'est l'Égyptien qui parle, je dirais Cléopâtre. Ok. Cléopâtre, parce que c'était une reine, elle est devenue reine très tôt, très jeune. À l'époque, c'était l'Empire romain qui était en train de tout exploser, et elle a réussi à tenir les a éteints. elle a réussi à tenir son royaume, à faire des alliances, tu vois, en termes de pouvoir, de stratégie. Je pense que parler avec elle, ce serait super intéressant. Ensuite, je te dirais Jean Moulin. Jean Moulin, le mec résistant tu sais, dans l'essence même du terme de résistance. Le mec n'a rien lâché. Peut-être que je parlerais allemand s'il n'était pas là, Ouais, tu vois. Donc, je dirais Jean Moulin. Et il m'en faut cinquième. une dernière. Tac, tac, tac. Ah, attends. Sinon, on fait une table de 4. Hein, Mais je suis sûr que j'ai quelqu'un en tête. Shit. On peut couper? Ouais, t'inquiète. Je te jure, j'avais quelqu'un en tête, je me suis noté, je l'ai oublié. Ah ouais, vas-y, regarde ton téléphone. Ah. Pour finir, je te dirais Léonard de Vinci. Ok. Léonard de Vinci, Ah ouais, t'es dans un délire. attends, créatif de fou. Ouais. Non, mais je vais pas questionner. C'est tes choix, mais il y a personne, après 1500. Mohamed Ouais, Ali Mohamed Ali, c'est et Jean tout. Moulin. Mais Jean Moulin, ouais. en fait, je me dis, je prends à chaque fois de ces personnes-là, tu Ouais. vois, Léonard de Vinci, le mec, De ouf. aucune case, aucun schéma, Laisse. je réinvente tout. Je suis curieux. Même Cléopâtre, demande-lui comment ils ont fait les pyramides. J'ai trop de questions. Ah, ouais, tu vois. Elle Après, elle est a arrivée l'info. bien après les Oui, pyramides. mais elle a peut-être les infos. Peut-être, effectivement. Ça marche. C'est une belle table. Vous mangez quoi? On mange un Tu vas pas un Léonard de bon Vinci. smash burger. Tu peux pas l'amener au grec, hein, Léonard de Vinci. Non, je pense qu'on mange un bon couscous, tu vois. Magnifique. Un bon couscous, un plat qui se partage. Un Magnifique. bon couscous, un bon tchèb.
Bilal, merci infiniment pour ton temps. Merci à toi. Je pense qu'on a évoqué la majorité des choses qu'il fallait évoquer selon moi. Merci d'avoir partagé, évidemment. Alors cette fois, j'ai pas réussi à faire la commercial break pendant qu'on parlait, mais j'ai quelques cadeaux pour toi. Ah, Évidemment, j'ai un sel pimenté LVDD pour toi, lvdd.ch pour tous ceux qui veulent des épices, tous ceux qui veulent des pâtes pimentées, des spicy mayo, poivre, miel de feu. Et il y a aussi griot.food sur Instagram où vous pourrez aller manger le crispy chicken burger à Boudry. Donc n'hésitez pas à aller visiter ces pages et à aller consommer le produit. C'est un produit que tu connais déjà. Hein. c'est un produit que je connais, je suis très content parce que j'en avais plus. Ah, magnifique. J'ai un autre partenaire qui est Djebuna, c'est du café pour toi. Celui-ci, il vient d'Éthiopie et tu verras, tu pourras le goûter. Il faudra juste le moudre. Ouais. Mais tu m'en rediras des nouvelles. Djebunacoffee.com pour ceux qui veulent commander. Dedicated 10 pour un code promo et Djebuna Coffee sur Instagram. Alors, merci. Du coup, j'écoute les podcasts et je savais. Donc, du coup, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Attends, j'ai pas fini, moi. Pardon. Ah ouais, attends, j'ai pas fini. Ah oui, pardon. Ah ouais, bah non, attends. Ah ouais, il y a du budget Il y a dédié à podcast. Mon gars, il y a du budget de ouf. Alors, j'ai travaillé avec, je vais le mentionner, Praline Chocolaterie. Merci Samuel. Je me suis dit que je venais et je devais faire quelque chose de spécial. Donc voilà un chocolat pour toi. Waouh. Mais avec non. ton nom et tout dessus. Donc voilà, on a essayé de faire les choses bien. Donc Bilal El Atrebi dans Incroyable. ton chocolat. Et puis, comme je sais que tu es quelqu'un qui aime les belles choses, et ben, tu en as deux. Parce que comme ça, tu culpabiliseras pas trop d'en manger un. Parce que je sais que ça te donne envie de garder. Ouais, mais exactement. Praline Chocolaterie, big up à toi. Merci pour les travaux. Et voilà. Samuel, c'est ça? Samuel, ouais. Ah, merci Samuel. Et Ouais. du coup, j'arrive. Ah ouais, je bouge pas. Ah ouais, tu m'as eu là. Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené? Alors, rien de fou. Ouais, bien sûr. Mais Donc, moi, je travaille à Pantin. Tu vois, je travaille à Ouais, côté. J'ai un 93. taf, alimentaire 93 hardcore. Et donc, en fait, il y a un mec de la ville là-bas, un jeune, tu vois, black entrepreneur, qui nous a ouvert une boulangerie qui s'appelle Maison de Cho, N''CHO. Attends, comment? Ah, N apostrophe. N-Cho, voilà, tu vois, Ouais. comme Mbappé. Donc, Ouais, non, Cho. mais Cho. C'est ça, C'est exactement. pas Mbappé, c'est Mbappé. C'est ça. Mais Voilà. donc, N''CHO. Mhm. Et ils font des trucs super. Tu connais Paris-Brest? Bien sûr. Ok, bah du coup, ça, c'est un Paris-Abidjan. Incroyable. Et c'est super bon. C'est t'assure que c'est super doudé. Ok, donc je vais Exactement. goûter ça tout à l'heure là. Ouais, voilà. Magnifique. Merci. Big up à la pâtisserie Ncho. Ouais, ils font boulangerie, pâtisserie, sucré, Ouais, salé. big up. À Pantin. À Pantin, à Hoche, je me régale là-bas tout le temps. Je vais essayer de passer la prochaine fois. Big up à vous. Juste avant qu'on finisse, un petit pronostic pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde, waouh. Je pense que Mbappé, là, il est en pétard. Ouais. Tu crois? Il va vouloir, Il est en- il il est va en vouloir pétard. donner tort à beaucoup de monde. Ouais, tu Et en vrai, avec l'attaque qu'on a, si c'est pas l'Espagne, je pense qu'on peut aller chercher la 3e étoile. Ah ouais. Et toi? euh, La Suisse? Ah voilà, tu vois comme t'es. T'es mauvais là. Attention, on a une nouvelle pépite Manzambi là, il nous met très très bien. Mais bref, c'est notre nouveau Shaqiri. Ok. Mais moi, je sais pas. Évidemment, la France, l'Espagne. J'ai enregistré un épisode qui n'est pas encore sorti là, Ok. mais où je mentionnais l'Espagne parce que j'ai l'impression qu'ils sont toujours là quand ils savent toujours délivrer en fait. Même si c'est une équipe que j'apprécie pas forcément dans l'énergie ou dans le jeu, tu vois. Mais j'aimerais que ce soit une équipe qui a jamais gagné, qui l'emporte. Ok. Et ça, ce serait magnifique. Eh ben alors, souhaite à l'Égypte. À l'Égypte, gagner, là. les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, Ouais. tous les pays d'Afrique, Sénégal, Maroc, Ghana, Tunisie, Algérie. Il faut pas que je n'oublie maintenant. Ça, Ouais. Afrique du Sud. Ou même, je te jure, ça me ferait trop délirer qu'un Iran il gagne la Coupe du Monde. frérot. Ça foutrait quand même pas mal le bordel parce Ce que c'est aux serait États-Unis la incroyable. Coupe du Monde. Ouais, ce serait incroyable. Donald Trump qui donne la Coupe du Monde à Frérot. l'équipe iranienne. Frérot. En tout cas, ça nous ferait un sacré moment de Ouais, télévision. ouais. Bilal, merci infiniment. On va chiller un petit peu là. On est dans le 94. Tout se passe très très bien. Merci pour ton temps. À toutes les auditrices et les
Wow. À toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie. Merci à tous pour votre écoute. 5 étoiles sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, etc. Venez me faire vos retours sur la page Instagram dedicated_podcast. Et voilà. Bonne soirée. Merci Bilal. Merci à toi, Dieu. Allez, peace out. Peace out. Dedicated Podcast.